Alors, très chers amis, bonsoir. Vous vivez en direct mon installation. Et comme disait un rave, c'est souvent quand un chiour va avoir de l'influence sur ceux qui vont l'écouter que le Yetzer Hara s'en mêle. Ce soir, très chers amis, pour vous passer des détails, le Yetzer Hara s'en est mêlé. Voilà pourquoi est-ce que nous avons quelques minutes de retard. Mais je tenais à ce que ce live, très chers amis, ait lieu pour la simple et bonne raison que ce cours que nous allons faire est un cours qui, en même temps, va nous permettre de récapituler toutes les halachot qui concernent la kashérisation, la cacheroute de Pessah. Et en même temps, nous allons peut-être ensemble échanger sur des problématiques d'halakha. Voilà pourquoi je vais vous demander dans un premier temps peut-être de préparer vos questions si jamais vous en avez. Vous précisez que ce cours est en direct, donc je ne pourrai répondre qu'aux questions qui seront posées en direct. Les autres, si j'ai le temps de regarder les commentaires un petit peu plus tard, dans les jours à venir, avant Pessah, je me ferai un plaisir de répondre. Les autres, malheureusement, resteront sans réponse. Voilà pourquoi je vous conseillerais vivement ce soir d'être parmi nous, non seulement de façon physique, mais aussi de façon dans les commentaires. C'est-à-dire que si vous avez des questions, je vous invite sans hésiter à les poser et que Bezrat Hashem ne sorte pas de notre bouche certaines erreurs et que nous puissions tous ensemble passer un Pessah Kasher Vesameach. C'est ce que je vous souhaite ce soir à 2 jours de la veille de Pessah. Je sais que vous êtes tous et toutes dans le tumulte, dans les préparatifs. Mais vous savez, une petite anecdote pour commencer ce soir ce direct. Une fois, on raconte l'histoire d'un rave qui, démuni de moyens, n'avait malheureusement pas la possibilité de pourvoir aux besoins de sa fête. Et à chaque fois, son épouse lui disait la même chose, les tfilines, les tfilines, les tfilines. Qu'est-ce qu'étaient ces tfilines, très chers amis ? C'était des tfilines qui avaient une extrême valeur, des tfilines d'une très très grande valeur. Et voilà pourquoi est-ce que son épouse lui disait, écoute, au lieu de mettre ces tfilines que tu as eues en héritage, ne vaudrait-il pas mieux les vendre pour pouvoir pourvoir aux besoins de la fête ? Et à chaque fois, le rave d'expliquer à son épouse que c'était des tfilines qui avaient une grande valeur non seulement financière, mais aussi morale et aussi spirituelle. Elles avaient été écrites et elles n'étaient pas comme toutes les autres. Et le rave ne voulait pas les vendre. Les années sont passées et une fois la rabbinite, la veille d'une fête de Sukkot, elle se retrouve à la salle à manger avec une multitude d'élèves autour du rave et elle demande à un des élèves qui était autour du rave, comment vous êtes arrivé ici? Pourquoi il y a autant de tumulte dans ma salle à manger? Michael, comment cachériser un plan avec une structure en bois? Je vais te répondre d'ici quelques secondes. Et je peux te dire tout simplement, si tu es pressé, avant que je continue l'histoire, qu'un plan avec une structure en bois se cachérise tout simplement en faisant bouillir de l'eau chaude jusqu'à l'ébullition. Et à ce moment-là, on verse sur le plan de travail en bois, en espérant ne pas l'abîmer. Si c'est le cas, alors on recouvre hermétiquement. Normalement, une fois après avoir passé l'eau brûlante sur le plan de travail est cachérisé. Le Rav Ovadia Yosef dit qu'il serait aussi bien de le recouvrir après cachérisation, mais c'est une khumra, c'est quelque chose de plus. Simplement pour le cachériser, il suffit normalement donc, comme je te l'ai dit, de faire bouillir de l'eau et verser de l'eau chaude sur la surface. Donc, cette dame, pour revenir à l'histoire, voit tous les élèves à la veille de Sukkot autour du rave, et elle s'adresse à un élève, elle lui dit, mais qu'est-ce que est en train de faire le rave pour qu'il y ait autant d'élèves? Alors on lui explique, la paire de tfilines, il a vendu pour acheter un étrog magnifique. Et à ce moment-là, la rabbinite voit tout rouge. Et elle dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Elle se faufile entre les élèves, prend l'étrog de la main du rave et croque en plein dans le pitom et le rend pasoul. Le rave, sans un mot, très chers amis, se leva de sa place et dit à ses élèves, nous allons aller au Beth Midrash maintenant donner shiur, comme si de rien n'était. Après le shiur, les élèves sont venus voir le rave et ils ont dit, Rebbi, comment toute ta fortune, elle était dans cet étrog? Comment tu n'as pu, avec un tel sang-froid, ne pas t'énerver?
Il leur a dit, écoutez-moi bien, les trogs, je ne l'ai plus. Les tfilines, je ne les plus. Est-ce que je vais donner encore une chance au Yetzer Hara de m'énerver? Eh bien, très chers amis, cette histoire, elle nous réveille ce sentiment que nous devons avoir le soir de Pessah. Ne pas croire que parce qu'on est fatigué, parce qu'on est exaspéré, parce qu'on a travaillé pendant 2 semaines, que maintenant on va laisser libre accès à nos nerfs si quelque chose ne s'est pas passé comme on aimerait que ça se passe. Soyons dans le calme, soyons dans le fait d'être paisible, soyons sereins, dans la sérénité, c'est ça le mot que je cherchais, et profitons de ces fêtes non pas pour avoir un rendez-vous pour régler ses comptes, mais être capable de dire ce soir je vais fêter ma fête en famille. Il manque des salades, le plat n'est pas salé, on est en retard, laissez tous ces problèmes de côté. Est-ce que vous vous êtes fatigué pour qu'à la fin il ne reste plus rien que des nerfs? Bien évidemment que non. On doit prendre ce moment-là avec joie, avec sincérité et surtout avec amour de ceux qui nous entourent pour leur faire profiter, pour les laisser passer un Pessah extraordinaire. Alors comme je vous disais tout à l'heure, très chers amis, nous sommes en direct pour plus d'1h30 où nous allons très rapidement, Bezrat Hashem, avoir l'occasion de passer en revue tout d'abord les lois de la cacheroute qui nous concernent avant le début du Seder. Et puis ensuite, très chers amis, nous passerons bien évidemment à la vente du Hametz au soir du Seder, un peu tout ce qui est essentiel pour pouvoir passer un Pessah correctement. J'attends encore quelques secondes que tout le monde soit là et surtout profitez de ces instants-là pour préparer vos questions de manière à ce que, comme Michael ce soir qui nous a posé une question sur le plan de travail, vous puissiez être informés de tout ce qui peut être en rapport avec les lois de Pessah. Alors tout d'abord, très chers amis, nous allons commencer par cette semaine. Cette semaine, c'est peut-être l'occasion ou jamais pour pouvoir enlever le Hametz. Alors vous allez me dire, mais sans blague, Rav Chokron, on le sait très bien. Je parle ici des gens qui, au lieu d'enlever le Hametz, ont décidé de faire ce qu'on appelle un ménage de printemps. Or, ce n'est pas le moment, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a déjà trop besoin d'énergie pour devoir faire quelques jours qui nous restent un ménage de printemps. La halakha a été claire à ce niveau-là, très chers amis, en disant que Makom chez Machnissim bo Hametz. C'est un endroit où on rentre du Hametz. Voilà pourquoi les gens qui vont s'amuser à aller faire leur cave, les gens qui vont aller s'amuser à faire leur maison, de jardin, si véritablement vous rentrez là-bas que votre pelle, votre arrosoir et vos bouteilles de vin, ce n'est pas un endroit où on rentre du Hametz. Donc ce n'est pas la peine d'aller dépenser son énergie à des endroits où il n'y en a pas. Les endroits où il y en a, pour ceux qui nous écoutent ce soir et qui ont des enfants, les caisses à jouer, ça c'est quelque chose d'obligatoire. Pourquoi? Parce que les enfants en bas âge vont souvent aller avec leur goûter et véritablement il faut vérifier les caisses à jouer, les cartables. Ça aussi, c'est évident. C'est un endroit où, en général, on met des goûters. Donc, forcément, les vérifier. Et quelque chose, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais il est extrêmement important de vérifier entre les coussins des canapés. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité de les enlever, quoi de mieux? À ce moment-là, vous passez votre respirateur entre les coussins. Mais je parle surtout des canapés où les coussins ne sont pas enlevables. Écartez. Même maintenant, allez écarter un petit peu entre vos coussins si vous ne l'avez pas fait et vous verrez tout le Hametz qui se loge là-bas. Donc il est extrêmement important de vérifier les milieux de canapé. Également, les dessous de plaintes de cuisine. Si vous avez des plaintes de cuisine, il y a fort à penser que dans ces endroits-là, le Hametz est parti se loger. J'en ai moi-même enlevé dans une maison et on a pu constater en bas que toutes les miettes des plaques à four qu'on rentrait et qu'on sortait, avaient logé une quantité importante de Hametz. Autre chose aussi, très chers amis, derrière les meubles, le Hametz peut glisser lors d'un repas, lors d'une soirée festive, d'une occasion. Des fois, on peut retrouver, comme quand on a poussé, par exemple, je vous donne des exemples, nos frigidaires et notre vaisselle, notre vaisselière,
on peut retrouver des cornflakes, des gâteaux, donc bien évidemment les meubles qui sont exposés dans la salle à manger. Dans les chambres, si vous n'avez pas d'enfants, comment voulez-vous que du chametz rentre en dessous les meubles? Ça n'existe pas. Donc encore une fois, bien réfléchir. Ce qui est important aussi, le kenwood. Alors le kenwood, ou bien tout autre comment dirais-je, tout autre instrument de la cuisine qui fait pétrir de la pâte, pas forcément kenwood, on a de fortes chances à croire que le chametz s'est installé dans les orifices, donc il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que tout chametz que vous gardez en votre possession, si vous y avez accès, après Pessah, il est interdit. Et j'ouvre une petite parenthèse, voilà pourquoi après Pessah, on n'achète pas notre chametz n'importe où, pour la simple et bonne raison que le chametz, eh bien, va peut-être être appartenir à des goïms, à des juifs, excusez-moi. Et après Pessah, quand ils le remettent en vente, il en ressort que ce chametz était en la possession du propriétaire juif. Voilà pourquoi, après Pessah, vous chercherez sur les sites qui en parlent et vous verrez que la plupart du temps, il y a certains magasins qui sont, je ne les citerai pas ce soir, pour ne pas impliquer leur marque, qui sont sous la responsabilité de juifs. Et donc, à Pessah, ce n'est pas vendu. Donc, il va falloir attendre parce que le chametz qui est restant en leur possession reste interdit, même après Pessah. Pour revenir à notre sujet, les grille-pains, bien évidemment, si vous n'avez pas encore pensé à vider vos grille-pains, il est essentiel ce soir de sortir ce petit rail qui est en dessous les grille-pains et de cachériser, donc d'enlever tout ce qui est au niveau des grille-pains. Autre chose aussi, très chers amis, si vous avez des animaux à la maison, renseignez-vous si, bien évidemment, la nourriture que vous donnez à ces animaux est véritablement une nourriture qui est cachère les Pessah. Si ce n'est pas le cas, il va falloir à ce moment-là remédier ou bien à vendre entièrement la caisse de ces animaux, la cage de ces animaux plus précisément, pour pouvoir permettre de les laisser dans la maison parce que leur nourriture ramesse, ou bien trouver une alternative à leur nourriture qui permette de ne pas leur donner du chametz. Alors, Madame Berda demande combien de temps. Est-ce que vous pourriez être précise dans cette question par rapport à quoi vous demandez combien de temps, de manière à pouvoir vous répondre. Autre chose, très chers amis, le toaster. Vous savez que quand on fait un toast appelé en France le croque-monsieur, il est important de se certifier qu'après avoir fait ces croque-monsieur, il n'y ait pas de chametz qui soit resté dans le toaster. La vérification. Alors bien évidemment, autre chose aussi qui est très très important de savoir, n'oubliez pas de changer votre balai. Très souvent les gens pensent, le balai c'est quelque chose avec lequel on balaye, mais peut-être qu'il n'y a pas de chametz qui soit resté dessus. Alors je vous dis dès maintenant, les balais ne sont pas cachérisables, donc on change bien évidemment de balai. Alors Madame Berda, au sujet du chametz qui est vendu dans les commerces, je pense que je reçois les questions en décalé. Il faut attendre au minimum 2 semaines ou vous se référez encore une fois aux sites qui vont donner le temps qu'il va falloir pour pouvoir avoir la possibilité de racheter de nouveau le chametz dans ces endroits-là. En général, ce qui est préconisé, c'est à peu près 2 semaines pour pouvoir avoir le temps de laisser la marchandise se renouveler. À peu près 2 semaines. Et je sais que sur les sites comme nos amis de Torah Box, il est précisé le temps exact qu'il faut attendre pour pouvoir racheter le chametz. Nous allons passer maintenant à la vérification du chametz. Il est important de savoir que la vérification se fait 20 minutes après la shkia. Alors pour les horaires de Marseille et les alentours, on avait parlé d'Allo à l'époque, c'est à peu près 20h20. Donc jeudi soir à 20h20, chacun se chargera donc de faire la bédikat chametz dans la maison. La bédikat chametz consiste à prendre 10 morceaux de pain. J'aimerais préciser que ces morceaux de pain doivent être enveloppés dans du sopalin
et pas dans l'aluminium. Parce que le lendemain, quand on doit les brûler, s'ils sont enveloppés dans de l'aluminium, vous savez, comme quand on était en colonie, on mettait les pommes de terre dans de l'aluminium, mais elles ne brûlaient pas, elles se cuisaient, mais elles restaient intactes. Si vous mettez votre chametz dans de l'aluminium, il y a de fortes chances à penser qu'il ne va pas se consumer comme il faut. Donc vous prenez du sopalin, vous mettez votre chametz à l'intérieur, et puis vous le scotchez pour pouvoir, le lendemain, qu'il se brûle dans le sopalin et dans le scotch. Ce qui est important, et ça je le tiens au nom du Rav Henri Hassoun de Marseille, Chalita, que de bien noter les endroits où vous mettez vos morceaux de chametz, les dames, parce que je pense que c'est vous qui allez le faire, ou même les hommes, parce que qu'est-ce qui se passe? On aime tellement bien les cacher que ce qui se passe, c'est qu'on les retrouve pas après. Donc c'est important de mettre la liste des endroits où vous avez déposé votre chametz. À la suite de la vérification, eh bien, dans la maison, on descend. Donc attendez, on va quand même préciser, pour les gens qui ne le sauraient pas, on va quand même d'abord faire un Leshem Yichud, une prière au préalable, et puis on va faire une bracha qui est al biur chametz. Beaucoup se posent la question, al biur chametz, c'est-à-dire sur le brûlage du chametz. Or, on sait très bien que le soir on ne brûle pas, c'est que le lendemain. Les chachamim nous diront qu'on est venu faire une bracha sur la finalité, sur ce qu'à la fin il va se passer avec ce chametz. Or, la finalité de ce chametz, c'est que le lendemain, on va le brûler. Donc, on dit albi au chametz, et à ce moment-là, le père, accompagné de ses enfants, va tourner dans la maison avec une bougie, non pas une torche ou toute chose qui lui ferait peur de brûler à l'endroit où il va passer, une bougie toute simple, ou alors, les chachamim, le Yaakov Yosef le ramène, si vous n'avez pas de bougie, que vous vous retrouvez qu'avec une lampe de poche, la lampe de poche peut faire affaire Bediavad, et donc à ce moment-là, on prendra la lampe de poche et on passera dans toute la maison. Une fois qu'on a terminé la maison, alors on va descendre dans la voiture. Immédiatement après, on descend dans la voiture et on va aussi à cet endroit-là vérifier qu'il n'y a pas de chametz. C'est important de vérifier les voitures, d'abord de les nettoyer, ça je pense que tout le monde l'a fait, mais également de les vérifier parce qu'on ne peut pas savoir si chametz il y a. Donc c'est un endroit comme une maison qu'on doit vérifier par l'intermédiaire de l'abdika. Puis à ce moment-là, on remonte dans la maison. Si vous avez peur de le faire avec une bougie dans la voiture, là aussi, la lampe de poche peut faire affaire. Et à ce moment-là, eh bien là aussi, vous allez faire de nouveau, ou plutôt à la suite, puisqu'on n'a pas encore fait, le bitoul. Le bitoul, c'est une annulation dans laquelle il est dit « Kol chamira », eh bien, tout chametz qui est en ma possession, des lots chazité que je n'ai pas vu, ou des lots biarté ou que je ne brûlerai pas, l'iftil beleve ke'afradehara, qu'il soit annulé comme la poussière de la terre. Pourquoi je le traduis? Parce que la halacha nous dit qu'il faut dire le bitoul dans un langage qu'on comprend. D'accord? Étant donné qu'on doit dire le bitoul dans un langage qu'on comprend, voilà pourquoi, si vous ne comprenez pas l'hébreu et que vous avez que la langue en française, cherchez un livre où le bitoul est écrit en français, parce que on ne peut dire une formulation d'annulation que si on a compris cette annulation. Voilà pourquoi il est important de faire le bitoul avec une annulation dans la langue que on comprend. Une bracha, très chers amis, va suffire pour plusieurs maisons. C'est-à-dire que si par exemple, je donne l'exemple de Marseille, vous avez une maison à Marseille, vous avez une maison à Aix-en-Provence, vous avez une maison à Aubagne, ces trois maisons, d'accord, même si elles sont séparées de 10 à 15 ou 20, 30 kilomètres, vous pouvez les vérifier avec une bracha. Si ce n'est pas possible, vous pouvez éventuellement nommer un chaliar, un envoyé, qui lui se chargera de pouvoir vérifier à votre place le chametz dans les maisons que vous ne pouvez pas. Également, et ça je vous le souhaite à tous, si vous avez une grande maison avec plusieurs étages, vous pouvez avec votre bracha acquitter ceux qui vont aller vérifier certaines des pièces. Vous ne vous sentez pas de tout vérifier, vous pouvez aller vérifier par l'intermédiaire de personnes qui pourront vérifier à votre place par votre bracha.
Donc une bracha suffit pour pouvoir acquitter tout le monde. N'oubliez pas, très chers amis, dès ce soir, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le télécharger encore une fois. C'est des gens que j'apprécie beaucoup pour le travail formidable qu'ils font. Sur le site de Torah Box, il y a des actes de vente, mais pas que sur le site. Dans toutes vos communautés, vous pouvez déléguer votre rabbin par l'intermédiaire d'un contrat de vente. Tout chametz, je dis bien, qui doit être vendu. Qu'est-ce que ça veut dire tout chametz qui doit être vendu? Eh bien, c'est que la plupart du temps, on vend. J'ai des questions qu'on m'a posées. Est-ce que je peux vendre des pâtes? Est-ce que je peux vendre... Écoutez-moi bien. Le chametz ne se vend que si véritablement vous avez un besoin extrême de le vendre, dans le sens où vous avez une perte. Je vous donne l'exemple des grandes chaînes de magasins qui ne peuvent pas se cacher, qui ne peuvent pas se permettre de jeter des quantités. Alors oui, avant Pessah, ils ramassent tout leur chametz dans des conteneurs et à ce moment-là, ils vont le vendre par l'intermédiaire d'un rav, une vente sérieuse, et après Pessah, ils le rachètent. Mais en dehors de ça, très chers amis, quelqu'un qui n'a pas forcément une grande perte en jetant ce qu'il a jeté, qui le donne, qui le jette. Maintenant, si effectivement vous avez des comment dirais-je, des denrées ou des boissons qui ont une grande valeur, d'accord? Alors là, bien évidemment, je pense par exemple à une bouteille de whisky qui coûte très très cher et que véritablement vous ne vous sentez pas de la finir parce que vous allez finir sous, ou bien parce que elle coûte très cher et que vous ne voulez pas la terminer aussi vite, là vous pouvez vendre. Mais c'est un chametz, encore une fois, que vous n'avez pas le choix. De même, le chametz va pouvoir vous aider à la vente de ce chametz si jamais il y a des endroits où vous n'avez pas pu, où vous avez oublié du chametz, il a été vendu correctement, donc tous les endroits. Donc à ce moment-là, à ce chametz-là, il est permis après Pessah parce que vous l'avez vendu en bonne et due forme. Tous les restes de chametz que vous n'avez pas pensé à vendre et qui sont restés dans la maison, je vous donne un exemple simple, et qu'après Pessah, vous vous retrouvez avec ce chametz dans la maison, eh bien, il faut le brûler même après Pessah parce que ça s'appelle chametz chez Avar Alav à Pessah. C'est un chametz que Pessah est passé dessus et à ce moment-là, eh bien, le chametz devient interdit même après Pessah. Donc, il faut expressément, comme je vous le disais tout à l'heure, le vendre par l'intermédiaire d'un rav qui sait ce qu'il fait et le donner avant vendredi, bien évidemment. Il vous reste donc demain et après-demain pour pouvoir donner ce chametz à la vente. Au sujet de vendredi, justement, initialement, le chametz devrait être interdit à partir de 12h30, qui est la 6e heure à Marseille. Je répète bien, à Marseille. Demandez bien dans vos communautés quand est-ce qu'il est interdit de posséder du chametz, c'est-à-dire qu'il doit être brûlé avant cette heure-ci. Demandez bien parce que souvent, on n'est pas du tout dans les bons horaires. Donc une fois que vous avez les bons horaires, d'accord, à ce moment-là, vous pouvez savoir à quelle heure il est interdit. En ce qui concerne Marseille, on doit brûler le chametz avant 12h30. Par contre, la consommation n'est pas à la 6e heure. Les chachamim ont été plus vigilants. Ils ont demandé à ce que le chametz ne soit pas consommé depuis la 4e heure, c'est-à-dire 11h10 cette année à Marseille. Autre chose aussi, très chers amis, qui est important de savoir, n'oubliez pas de renouveler le bitoul. De nouveau, on va dire l'annulation qu'on avait dit la veille au moment de l'abdika, on va de nouveau la dire le lendemain pour pouvoir permettre encore une fois d'annuler le chametz, et même un chametz que j'aurais oublié, le fait de l'avoir annulé, il n'est plus en ma possession et on peut à ce moment-là vivre Pessah tranquillement sans avoir l'angoisse d'avoir oublié quelque chose, parce que de toute façon, même ce que j'ai oublié, je l'annule comme la poussière de la terre. Voilà pourquoi si je retrouve du chametz après Pessah, je peux sans problème le brûler et je n'ai pas fait de issour puisque de toute façon, je l'avais annulé juste avant Pessah. Ce qui est important aussi, très chers amis, et avant de rentrer justement dans les lois de la Gashkout, on va commencer par les dents, c'est de savoir que mon dentier, d'accord, tout confondu, si on a des appareils dentaires et tout ça, ait été bien rincé. Une fois que j'ai bien enlevé toutes les saletés, je me suis bien brossé les dents, alors à ce moment-là,
Pessah peut commencer. Parce que si j'ai gardé des morceaux de Hametz, du Sioum du matin, puisque n'oubliez pas que tout premier-né, on en parlera tout à l'heure, doit jeûner. Même pour les dames, on verra que les dames qui sont qui sont nées en premier dans leur famille, eh bien, sont considérées comme des Bechorot et elles doivent jeûner comme tous les autres Bechorot, mais il y a une koula, d'accord ? Il y a une tolérance qu'on peut faire par rapport aux dames. Alors, puisqu'on a commencé à parler de la cache-route des dents, on va maintenant parler, bien évidemment, de la cache-route de ce qui doit être au niveau des matériaux dans la maison. Je vais vous dire, avant de commencer cette préambule de la cache-route, j'aimerais quand même préciser que l'idéal, avant de vous dire toutes les halachot que je vais vous citer maintenant, les unes après l'autre, ce serait d'avoir 2 vaisselles, d'accord ? On ne parle ici de cachériser des ustensiles ou quoi que ce soit, uniquement si je ne trouverai pas le même ustensile ou que je n'ai pas les moyens d'en acheter un autre. Alors à ce moment-là, on fait intervenir la cachérisation. Alors commençons d'abord par la matière du verre. La matière du verre, d'après les Sfaradim, si vous êtes Sfarad et que vous n'avez pas de minag ashkénaz ou autre contradictoire, n'a pas besoin de cachérisation. Vous avez un broc d'eau, ou par exemple, cette bouteille en verre, d'accord ? Vous l'avez utilisée pour toute l'année, vous la nettoyez bien au savon et à l'eau chaude, vous la rincez, à l'eau froide, et elle est permise pour Pessah. Pour la simple et bonne raison que d'après les Sfaradim, le verre n'absorbe pas. Étant donné que le verre n'absorbe pas, très chers amis, à ce moment-là, pour les Sfaradim, attention, je précise, pour les Ashkenazim, c'est une autre loi. Pour les Sfaradim, le verre n'absorbe pas. Et donc, on peut très bien, après l'avoir bien nettoyé à l'eau chaude et à l'eau froide, l'utiliser. Le fer, par contre, lui, absorbe. Il est évident que le fer absorbe. Et donc, on devra le cachériser de la même façon qu'il a été utilisé. Dans l'halakha, il y a un principe qui nous dit « Kebol o ». De la même façon que le chametz a absorbé, karpolto, c'est comme ça qu'il va ressortir. Donc si j'ai une marmite en fer où j'ai cuit toute l'année des pâtes et du chametz et ainsi de suite, je vais devoir faire de nouveau bouillir la marmite pour sortir ce chametz. Voilà pourquoi toute marmite, très chers amis, que vous avez besoin de cachériser, vous prenez la marmite et vous la faites bouillir à une température assez forte et à ce moment-là, vous insérez à l'intérieur ou une pierre chaude qui a été chauffée dans un four ou un fer qui a été un peu chauffé à blanc, vous l'insérez et donc l'eau déborde et à ce moment-là, la marmite a été cachérisée. Les couverts, également pareil, il faut attendre que l'eau soit arrivée à ébullition. Une fois que les couverts en fer, je précise, pas en plastique, sont arrivés à ébullition, on les jette à l'intérieur et à ce moment-là, ils ont été cachérisés. La porcelaine, très chers amis, n'est pas cachérisable. Cheres, enlo, takana et la jvira, c'est-à-dire que l'argile, porcelaine et tout ce qui est de la même famille, n'a pas de possibilité d'être cachérisé et donc il faudra acheter d'autres ustensiles en porcelaine. Le four, alors le four, il est cachérisable, très chers amis, par le processus suivant. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut être d'actualité et dans lequel, en général, on a besoin d'un four à Pessah. Tout d'abord, ne pas l'utiliser pendant 24 heures. Une fois que vous ne l'avez pas utilisé pendant 24 heures, vous utiliserez un produit décapant, comme le décape-four par exemple, et vous allez bien le nettoyer. Une fois nettoyé, 2 possibilités s'offrent à vous. Ou bien, vous avez un four qui est à pyrolyse, et donc là c'est impeccable, vous sortez les plaques. Les plaques, c'est plus problématique. Pour l'instant, on va parler du four. Et une fois que la pyrolyse a eu lieu, votre four est caché à l'épaisseur. Ceux qui n'ont pas de pyrolyse, le Rav Yosef préconise de faire chauffer le four durant 1 heure à plein degré. Et à ce moment-là, votre four devient aussi cachère l'épaisseur. Les plaques, c'est plus problématique. Parce que les plaques, très chers amis, elles ont absorbé le chametz collé avec la source de chametz. Et donc, il faudrait reproduire une chaleur aussi forte
sur la plaque. La seule possibilité, c'est de les passer au chalumeau, ce qui est très compliqué de passer des plaques. Donc, au niveau des plaques, on préconise d'en acheter d'autres. Acheter d'autres plaques pour être tranquille durant Pessah et que votre four, en même temps, soit cachère les Pessah. Le micro-ondes, aussi simple, il suffit donc de bien le nettoyer. On parle d'un micro-ondes qui n'a pas de résistance, très chers amis. Le micro-ondes, on le nettoie comme il faut. Une fois qu'on l'a nettoyé, on va prendre un verre avec à l'intérieur du vinaigre ou un produit fort et on va le laisser tourner avec l'eau vinaigrée ou citronnée ou avec un produit et on va laisser s'évaporer le verre à l'intérieur du micro-ondes et une fois qu'on l'aura bien évaporé le verre, le micro-ondes est caché à l'épaisseur. Alors certains ont été véritablement intransigeants au niveau du micro-ondes, mais on a sur qui s'appuyer, parmi eux le Ekut Yosef, pour pouvoir cachériser un micro-ondes. Un gris, encore une fois, il absorbe le chametz en étant en contact avec des flammes. Donc pour pouvoir cachériser un gris pour les grillades par exemple de jeudi soir, puisque j'imagine que vous serez déjà dans votre vaisselle de Pessah, il faudra passer toutes les grilles et la plaque qui reçoit le jus, d'accord, au chalumeau, d'accord, de manière à ce que le gris ait la même cachérisation qu'il a absorbé le chametz. La plaque de Shabbat, en étant vigilant bien évidemment de l'avoir débranchée, elle sera de verser de l'eau chaude. Vous versez de l'eau chaude donc sur toute la plaque et à ce moment-là, eh bien, la plaque est cachérisée par cette eau chaude. Une poêle. Alors la poêle, très chers amis, c'est un petit peu plus compliqué parce que il y a deux sortes de cuisson sur une poêle. Il y a ceux qui aiment bien l'huile et donc à ce moment-là, la poêle a toujours frit avec de l'huile et donc c'est comme une marmite normale qui a absorbé du chametz par l'intermédiaire du liquide, en l'occurrence ici l'huile. Donc on fera bouillir la marmite avec une pierre dedans, la poêle, excusez-moi, jusqu'à qu'elle déborde avec la pierre chaude et la poêle est cachérisée. Là où c'est plus complexe, c'est quand on a des gens qui font attention à leur ligne et qui prennent des poêles non adhésives, ce qu'on appelle des poêles Tefal. Donc à ce moment-là, là aussi c'est une chaleur qui est sèche. Comment reproduire une chaleur sèche, nous l'avons dit tout à l'heure, uniquement par l'intermédiaire du liboun. Or si c'est par l'intermédiaire du liboun, c'est-à-dire qu'il faudrait passer un chalumeau sur votre Tefal. Passer son chalumeau sur une Tefal, c'est pas recommandé. Donc à ce moment-là, bien évidemment, il vaut mieux changer sa poêle. N'hésitez pas, très chers amis, à poser vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le selfie et on essaiera de répondre. Ne soyez pas timide et surtout partagez autour de vous ce direct pour pouvoir faire participer d'autres personnes qui aimeraient elles aussi écouter les lois de Pessah. Nous allons maintenant passer au frigidaire. Le frigidaire, très chers amis, c'est aussi peut-être un des plus simples puisque tout est à froid dans un frigidaire, enfin j'espère, par définition. Et donc là aussi, il suffit de bien le nettoyer conformément et à ce moment-là, le frigidaire devient cachère. Le lavabo, très chers amis, qu'il soit en porcelaine ou en émail, bien que je vous ai dit plus haut que la porcelaine en général n'était pas cachérisable, mais ici pour deux raisons. Les éviers ou les lavabos en porcelaine sont cachérisables. Deux raisons sont ramenées dans la halakha. La première, c'est que le lavabo en porcelaine n'arrive jamais à une chaleur de Yad Soledet Bo. Quand on fait une vaisselle, on ne prend pas de l'eau brûlante. Donc le chametz n'a jamais été absorbé par de l'eau brûlante, kebol o karpolto. Donc même ce qui a été absorbé, ça n'a pas été absorbé avec de l'eau chaude. Et même si ça a été absorbé, puisqu'on parle de porcelaine, c'est du kheres, ça a été absorbé avec quoi? Avec du savon, avec du liquide vaisselle. Donc, pour toutes ces raisons, même la porcelaine, dira le Rav, il suffira de passer dans l'évier de l'eau bouillante tout autour du lavabo pour pouvoir le cachériser. Le top, bien évidemment, dans ces cas-là, c'est la matière de l'émail, puisque l'émail, eh bien, c'est le fer, c'est ce qui est le plus facilement cachérisable. On passe de l'eau bouillante, comme j'ai dit tout à l'heure à notre ami Michael. Pareil comme le plan de travail, le lavabo, on verse de l'eau bouillante dessus. Et à ce moment-là, on passe juste après de l'eau froide et ça suffit. Il y en a qui sont marmirim, il y en a qui sont plus exigeants et qui demandent aussi de recouvrir. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, tant dans le lavabo
que les plans de travail, vous n'êtes pas obligé de recouvrir votre lavabo et votre plan de travail une fois que l'eau chaude a été passée. Les tables, c'est pareil. Si vous vous sentez de passer de l'eau chaude sur vos tables, alors encore une fois, il y a deux sortes de tables, pour être un petit peu plus précis. Il y a des tables qu'on mange à même la table. Et donc là, à ce moment-là, le chametz a peut-être été touché à chaud sur la table. Donc là, il faut vraiment passer de l'eau chaude. Si votre table ne supporte pas le chaud, vous pouvez la recouvrir avec des... aujourd'hui, il y a du papier aluminium dur ou bien une nappe en plastique bien fermée. Et si votre table n'a jamais été mangée à même la table, vous n'avez jamais mangé à même la table, il vous suffit donc de changer la nappe et de prendre une toile cirée ou une nappe cachère les pessars. Le lave-vaisselle, le Yakout Yosef dit explicitement, le Rav Yitzhak Yosef, grand rabbin d'Israël, fils du Rav Ovadia Yosef, qu'il est cachérisable. C'est-à-dire que vous allez le faire tourner à plein régime, un cycle complet avec, parce que j'ai vu qu'il y a eu des discussions sur ça, avec des produits cachers les pessars. Vous verrez sur les listes qui ont été données de produits, des tablettes de lave-vaisselle cachers les pessars. Vous faites tourner votre lave-vaisselle avec ces tablettes, un cycle plein, et à ce moment-là, votre lave-vaisselle est cachère les pessars. Au niveau des aliments, très chers amis, pas tous les aliments que vous trouvez dans le commerce qui d'habitude sont cachers le seront pour Pessar. Comprenez bien qu'on a besoin d'une surveillance spécifique pour Pessar. Pas tous les aliments sont cachers les Pessar. Voilà pourquoi vérifiez bien la surveillance de vos aliments. Il y a de fortes chances à penser que si vous les achetez dans un magasin cachère, ils ont une surveillance. Mais si vous allez les acheter dans d'autres enseignes qui ne sont pas cachères et que vous voyez un tampon, ce tampon, très chers amis, n'est pas forcément indicateur de cachère les pessars. Vérifiez que sur le tampon, il y ait une surveillance de cache-route, mais qu'il soit également mentionné cachère les pessars. Au sujet des légumineuses, très chers amis, j'ai en tête les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs. Aidez-moi si vous avez d'autres noms de légumineuses, les petits pois, les haricots blancs. Toutes ces légumineuses, d'après les Sfaradim, sont permis. Ils sont permis. Sauf que beaucoup de gens qui nous regardent ce soir et beaucoup de gens qui ne nous regardent pas mais qui ont pris les habitudes de leurs parents, eh bien, le quinoa, bravo Madame Hadouk, eh bien, ces légumineuses, beaucoup de gens ont adopté le minhag ashkénaze. Or, le minhag ashkénaze n'est pas simplement une khumra, comme on va parler dans pas longtemps du poulet, mais il est véritablement interdit d'après les ashkénazim. Les légumineuses, les kitniot. Voilà pourquoi tous les hôtels aujourd'hui publicitent en disant qu'ils ne mangent pas de kitniot dans leur séjour. Et ils ont raison, puisqu'ils attirent les ashkénazim. Mais les sfaradim, qui eux aussi auraient pris ce minhag depuis leurs parents et leurs arrière-grands-parents de ne pas manger de légumineuses, ils doivent continuer ce minhag. Et si véritablement ils veulent s'en délier, pour des raisons pratiques, pour des raisons financières, je ne sais trop quoi, il faut faire une atarat nedarim. Atarat nedarim, c'est-à-dire qu'il faut aller devant 3 personnes et dire « je me délie de cette habitude que j'ai fait plus que 3 fois, je ne veux plus faire attention aux légumineuses » et vous pouvez véritablement vous délier de ce neder, peut-être avec la permission de vos parents, mais si vous vous sentez plus de le faire, vous pouvez. Sfaradim, encore une fois, pas ashkenazim. Autre chose, très chers amis, le poulet. Alors le poulet, j'ai un témoignage extraordinaire à vous transmettre ce soir, puisque j'ai eu le mérite d'être un des derniers élèves du Rav Mordechai Eliaou, l'année où nous étions encore en Eretz Israël. Nous avons pu l'écouter quand il était encore en bonne santé. Et puis il nous avait fait un cours sur Pessah. Et j'ai eu l'effronterie, puisqu'on parle quand même d'un cours où il y a 200 ou 300 personnes, de poser la question directement au Rav, puisque je voulais en avoir les idées, le cœur net, au sujet du poulet. Je dis, vous savez, depuis plusieurs années, voire depuis que j'ai ma conscience, je ne mange pas de poulet. Il m'a dit, écoute, tu peux arrêter et manger du poulet dès maintenant. Il m'a dit, à l'époque, ceux qui ne mangeaient pas de poulet à Pessah, c'était parce qu'à l'époque, vous devez vous en rappeler, certaines personnes qui nous écoutent ce soir, eh bien, on amenait le poulet chez le shochet, chez celui qui allait faire la shrita, d'accord ? Et une fois qu'on avait fait la shrita, on récupérait le poulet et c'est à la maison qu'on le déplumait. C'est à la maison qu'on le vidait. Et en le vidant, on trouvait un gésier. Et c'est à l'intérieur de ce gésier
que souvent était logé du blé gonflé, donc du chametz. M'a dit le Rav Mordechai Eliaou Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, aujourd'hui, quel gésier et quel intérieur il existe dans le poulet. Les poulets arrivent complètement vidés. En Eretz Israël, ils sont ouverts de part en part pour les cachériser comme les Sfaradim des deux côtés. Donc on a un poulet qui est complètement vidé. Quel est donc le problème de manger ce poulet à Pessah? Donc là, il faudrait quand même redemander à vos rabbanim, est-ce qu'il faudrait faire une Atarat Nedarim? Mais le poulet à Pessah n'a pas de raison d'être interdit, puisque aujourd'hui, on ne reçoit plus de poulet avec des gésiers. Demandez à votre Rav si véritablement il faut faire une Atarat Nedarim. Je ne me souviens plus trop. Est-ce que là aussi c'est une vraie Khumra ou c'est juste une habitude? Vous savez, il y a beaucoup d'habitudes, comme j'ai raconté ce Shabbat dans ma communauté, qui n'ont pas lieu d'être. Une blague raconte qu'une fois dans une communauté, tous ceux qui s'approchaient de la bima, de la teva, là où on pose la Sefer Torah, ils se prosternaient. Et tout le monde avait pris cette habitude dans la communauté de se prosterner sans savoir trop pourquoi. Et puis quelqu'un qui ne faisait pas les choses de façon bête et de façon automatique alla se renseigner. Et qu'est-ce qui s'est avéré, très chers amis? En fait, dans cette communauté-là, à l'époque, il y avait un lustre qui était très bas. Et le fait que ce lustre est très bas, les gens devaient baisser un petit peu leur tête pour pouvoir passer le lustre et se relever. Et une fois qu'ils ont enlevé le lustre, les gens ont continué à se baisser. Donc en fait, c'était une habitude qui n'avait pas lieu d'être. C'est vous dire que des fois, des habitudes, n'ont pas de source. Je ne parle pas des habitudes, des minags que nos parents ont ramenés, qui souvent, à leur sujet, il est dit minag avotenu, l'habitude de nos parents Toraï. C'est une Torah. Il y a des habitudes véritablement qui sont toraïques, qu'on doit vraiment mettre en application. Mais il y a des habitudes qui sont un petit peu moins importantes, voire qui n'ont peut-être même pas de source dans la halakha. Savoir juste entre parenthèses, l'importance du chametz, la gravité du chametz est que vous savez que tout interdit en général s'annule dans 60 fois sa quantité. Petit exemple, un morceau par exemple de porc qui serait tombé dans une marmite, s'il y a 60 fois ce morceau de porc, la marmite est permis. Pareil pour quelqu'un qui aurait une marmite où à l'intérieur, une marmite donc de viande, où un peu de lait est tombé. Si on évalue que 60 fois le lait est dans cette marmite, la marmite est cachère. Pour le chametz, c'est pas pareil. Si du chametz tombe à l'intérieur d'un aliment, même 1000 fois sa quantité, la marmite est à jeter. Donc soyez vigilants de ce que vous mettez dans vos marmites, comme j'ai dit tout à l'heure, de vérifier que véritablement il y a une surveillance et que ce n'est pas... Vous savez, vers la fin, les magasins, des fois, ils ont encore des étalages de chametz. Et souvent, d'ailleurs, on a demandé aux magasins d'être plus vigilants. Souvent, il y avait des étalages qui restaient encore chametz jusqu'à pas longtemps avant Pessah. Et les gens, machinalement, pensaient avoir des produits cachés à les Pessah. C'était du chametz. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'on peut tremper sa chametz, sa matzah, excusez-moi? Là aussi, ça dépend. Il y en a qui permettent ce qu'on appelle la cherouya, la matzah trempée. Et il y en a qui ne permettent pas. D'après les Sfaradim, la matzah trempée est permise. Pour la simple et bonne raison qu'ils pensent que chametz, d'accord, il ne peut pas être nior, il ne peut pas se réveiller. Une fois qu'on a fait cuire son chametz, la cuisson a arrêté le processus de fermentation. Et donc à ce moment-là, on peut tremper sa galette, ses gâteaux, tout ça, dans un liquide, il n'y a aucun souci. D'accord, on peut tremper la galette et ses gâteaux. Cacher les Pessah. Mais certains penseront que non. Tremper le chametz, et je pense par exemple aux Chabad qui mangent leur matzah dans un sachet pour qu'aucune miette tombe dans un liquide qui mouillerait la matzah et qui relancerait le processus de chametz. Donc pour nous les Sfaradim, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous pouvez tremper vos matzot, saucer, si vous arrivez à saucer avec une matzah. Il n'y a pas de problème de chametz. Encore un petit peu d'halachot, de loi au sujet des aliments. Tout d'abord, savoir que le café, le sucre et le sel peuvent être achetés dans le commerce, d'accord? C'est ce que écrit le Rav, le Yaakov Yosef dans son livre, d'accord? Le Rav Yitzhak Yosef dans son livre Yaakov Yosef. Le sucre et le sel peuvent être achetés dans le commerce. Cependant, le café et le thé uniquement au kasher. Et parlons maintenant un petit peu de tout ce qui est cosmétique, c'est-à-dire les parfums, les gels douche, les shampoings. Tous les produits cosmétiques, très chers amis, sont permis à Pessah. On part du principe que le chametz qui a été interdit est uniquement le chametz qui est apte à la consommation d'un chien. Voilà, je pense à la connexion.
Voilà. J'aimerais... les gens qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez encore me regarder et m'écouter? Parce que j'ai eu une coupure donc de réseau. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe qu'il m'entend bien? Est-ce que je suis bien revenu en direct? J'ai une coupure de réseau et on m'a dit que le direct avait pris fin. Est-ce que quelqu'un me reçoit dans ce direct? Est-ce que quelqu'un me reçoit dans ce direct? Apparemment, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci, Madame Marciano. Oui, donc j'étais en train de dire que... Donc vous avez été coupé vous aussi pendant un certain temps. Donc j'étais en train de dire que... oui, donc tout ce qui est produits cosmétiques, très chers amis, encore une fois, ce sont des produits qui ne rentrent pas dans un critère de Hametz consommable. Or, dans la halakha, comme j'étais en train de vous dire, sur votre respect, il n'est interdit qu'un produit qui va être interdit, qui va être apte à être mangé par un chien, du gel douche, du shampoing, du déodorant. Un chien ne le mange pas. Donc, tous les produits cosmétiques sont permis. Peut-être qu'on pourrait prendre la khumra, parce que certains ont vraiment interdit aussi les produits cosmétiques. Pour ce qui rentre dans la bouche, j'ai vu que quelqu'un a demandé plus haut, le rouge à lèvres. Peut-être que le rouge à lèvres, c'est peut-être un peu plus un peu plus compliqué. Mais le maquillage, bien évidemment, tout le reste, il n'y a pas de souci, parce que ce n'est pas mangeable par un chien. Si j'avais devant moi le Sefer, je vous l'aurais relu. Peut-être attendez une seconde, parce que j'aime bien donner des sources à ce que je dis. Et donc, je vais vous montrer immédiatement dans la halakha, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a souvent des polémiques au niveau du rouge à lèvres et du maquillage, mais le Rav Ovadia Yosef a été extrêmement clair, plus précisément le Rav Yitzhak Yosef, son fils, ce qui est à peu près à 99% pareil. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, impeccable. Oui, alors entre parenthèses, je repasse sur la halakha. Donc ceux qui mangeaient pas de poulet jusqu'à aujourd'hui, effectivement, doivent faire une atarat nedarim. Le Rav Yitzhak Beyecholim la asot atara. D'accord? Ils doivent faire une atara, c'est-à-dire se délier de cette habitude de ne pas manger de poulet. Au sujet du maquillage. Tac. On va le retrouver, une petite seconde. Profitez pour poser vos questions si vous en avez, puisqu'après on va quand même continuer et se déporter bientôt sur le soir du Seder. Donc profitez pour poser vos questions si vous en avez. Alors je vais, avec votre permission, prendre un autre livre qui concerne uniquement les dames. Et là-bas, c'est sûr qu'on parle de maquillage. En fait, je l'avais fait dans ce livre qui est exclusivement réservé aux dames. Et c'est là où, justement, le Rav Yitzhak Yosef s'exprime au sujet du maquillage. Excusez-moi pour le temps que ça prend. C'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvé, parce que ça doit être traité uniquement aux endroits où on parle pour les femmes. Voilà, on y est, excusez-moi. Tamrukim vedivre cosmetica et nashim. Donc tout ce qui est parfum, produits cosmétiques des femmes, mutarim bepessar. C'est permis à Pessar, mikevan shenif selou, mais achilat kelev, parce qu'il n'était pas apte à être mangé par un chien. Kodem Pessar. Avant Pessar, ces produits-là n'étaient pas aptes à être mangés par un chien. Et après, le Rav Yitzhak Yosef se déporte sur le tabac à priser. Ça, je pense que ça ne vous concerne pas. En tout cas, tout produit, vous voyez qu'il n'a même pas fait de différence entre les rouges à lèvres. Mais comme je sais qu'il y en a qui sont intransigeants sur la halakha, peut-être sur le rouge à lèvres, qui est quelque chose qui est très proche de la bouche, je vous l'accorde.
peut-être d'être plus vigilant au niveau du rouge à lèvres pour Pessah, mais tous les autres problèmes de cosmétiques, aucun souci. Alors, on a Madame Berda qui nous demande, et les médicaments pour bébés et enfants déjà très limités, on peut les permettre à Pessah? J'y réponds de suite. Il n'y a pas de liste sur ces médicaments, pas tous sont disponibles en suppositoire. Je vais vous répondre de suite. Et ma belle-mère, que je salue d'ailleurs ce soir, Madame Amselem, qui me dit, peut-on garder la ficomane des années passées? Pour moi, il n'y a aucun problème. Je répondrai sur la ficomane parce que les médicaments, c'est déjà un petit peu plus loin. Dans la mesure où cette aficomane est restée matzah. Donc elle n'est pas devenue chametz. Le fait qu'elle soit vieille ne la rend pas chametz. J'ai même lu il y a pas longtemps sur un groupe israélien qui parlait de manger une boîte carrément de matzah de l'année dernière. Il parlait juste du problème de goût parce que ça ne devait pas être tellement goûteux et des conséquences intestinales à la suite de la personne qui les a mangées, mais elle ne devient pas chametz. Donc oui, pourquoi pas garder la ficomane de l'année passée, aucun souci. Au sujet, Madame Berda, des médicaments. Alors, on en a parlé avec Machavuta, que je salue d'ailleurs ce soir, que vous devez connaître d'ailleurs de Torah Box, le Rav Emmanuel Ben Simon, qui était Machavuta durant de nombreuses années. Et on a différencié entre deux choses. Tout d'abord, il faut savoir qu'on est dans le même principe que le maquillage. C'est-à-dire que les médicaments qui sont indispensables à la personne, des médicaments qu'on ne peut pas arrêter de par leur importance, c'est évident qu'on peut les prendre pendant Pessah. Pour la simple et bonne raison que tous ces médicaments-là, ces capsules, vous pouvez les donner à un chien, vous ne pouvez pas les donner à un chien. Donc à partir du moment où ces médicaments ne sont pas attribuables à un chien, ils n'ont jamais été interdits à Pessah. Donc tant qu'ils ont du mauvais goût, ils peuvent être donnés. Et ça aussi, le Rav Ovadia Yosef a été explicite. Tous les tavliot vekadouré argara, mutar li ishtamesh behem, afilou yesh behem ta'ovet Pessah. Chametz, excusez-moi. Même s'il y a un mélange de chametz, kol sheta amam pagoum, tous ceux qui ont un goût pas bon, ou bol imotam, et on les avale, il n'y a aucun problème de les prendre à Pessah. Cependant, si, dira le Rav, ce sont des médicaments qui sont agréables au goût, sirop, bonbons à sucer, tout ce qui est agréable au goût et qui est mangeable par un chien, c'est interdit. Donc pour revenir à votre question des suppositoires, j'ai du mal à croire qu'un chien se délectera sur des suppositoires et tous les autres médicaments. Donc vous pouvez les donner sans problème à vos enfants pendant Pessah, étant donné qu'ils ont été interdits ou plutôt non valables à la consommation d'un chien. Les facultatifs, ceux qui ne rentrent pas dans tous ces critères qu'on vient de citer maintenant, alors là, bien évidemment, se référer aux listes, puisque de toute façon, vous pouvez vous en passer. Pourquoi aller manger du chametz intentionnellement? D'accord? Même si c'est du chametz qui est, comme on l'a dit, para où il y a un chien, mais bon, il vaut mieux éviter d'en mettre dans la bouche. J'espère avoir été clair. Si vous ne comprenez pas encore quelque chose au niveau des médicaments, je vous invite. D'ailleurs, j'aimerais aussi que vous nous disiez un petit peu d'où est-ce que vous nous regardez dans ce direct. Et évidemment, que vous me posiez vos questions de manière à ce que nous puissions en répondre au maximum. La veille de Pessah, très chers amis, nous avançons. N'hésitez pas à en poser d'autres même sur le début. La veille de Pessah, on ne mange plus de matzah 24 heures avant. C'est-à-dire que cette année, à partir de jeudi soir, on ne mange plus de matzah. Par contre, et là encore une fois, on rentre dans une grande polémique Sfaradim Ashkenazim, la matzah Ashira. Pour nous, les Sfaradim, il n'y a aucun problème de manger de la matzah Ashira. Matzah Ashira se dit tout gâteau qui aurait été fait avec une farine, d'accord, et du jus de fruits. On a pour principe établi dans la halakha que meperot enan machmitzim. Les jus de fruits ne rentrent pas la galette chametz, ne rentrent pas la farine chametz. Et donc la matzah ashira, ce sont tous ces gâteaux comme les papouchados, les gâteaux de la bienfaisante. Tous ces gâteaux-là sont permis et donc ceux-là ne rentrent pas dans un critère de matzah et ils pourront être mangés même quelques heures avant le seder. Je dis bien quelques heures parce que la halakha préconise, le Rabbi Yitzhak Yosef nous le rappelle, 3 heures avant le seder, donc cette année 17h40 qui est la 10e heure, les Chachamim nous ont demandé de ne plus rien manger. Voilà, un petit régime avant Pessah, ça fait pas de mal. Et puis ça nous donne une grande envie de manger avec appétit. Parce que si on continue à faire des petits repas, des petites séoudotes, des petits encas et tout, etc., eh bien on se retrouve à ne pas manger avec appétit. Donc
d'après la halakha, 3 heures avant le début du seder, ne plus rien manger. Vendredi matin, on est toujours dedans, il y a, comme je l'ai dit, le jeûne des premiers-nés. Alors que ce soit bien clair, si vous n'avez pas... On va commencer par le plus simple. Les premiers-nés, vendredi matin, hommes comme femmes, doivent jeûner pour Marseille, je précise, parce qu'il y a d'autres villes, j'imagine, vous ne voulez pas me dire ce soir. Dites-nous un peu des villes qui nous écoutent ce soir, d'où vous venez, de quelle ville vous venez. Comme ça, je saurai à quoi m'en tenir pour les horaires. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent de Marseille, les premiers-nés cette année doivent jeûner de 5h58 à 20h40. Il y a un jeûne à faire, puisque vous savez qu'ils ont été protégés le soir où Akadosh Baruch Hu a puni les Égyptiens. Les premiers-nés ont été épargnés et c'est pour ça qu'ils jeûnent. Or, les Chachamim ont vu ici un inconvénient aux personnes qui doivent le soir, à tous les Juifs, qui doivent faire le Seder le soir de Pessah. Voilà pourquoi ils ont dit, et ils ont permis plus précisément, d'écouter un sioum, d'accord ? On peut écouter un sioum le soir de la veille de Pessah, c'est-à-dire une fin d'études. Toutes les synagogues, et vos synagogues j'en suis certain, organisent une fin d'études, ce qu'on appelle un sioum, qui va nous acquitter du jeûne. Et après avoir écouté ce sioum, très chers amis, on mange un gâteau. Vous allez voir pourquoi je précise ça. Et c'est ce gâteau qui nous délie, et surtout l'étude, l'écoute de la fin de l'étude, qui nous délie du jeûne. Entre parenthèses, j'ai un ami qui a fait la demande, puisque lui c'est un livreur avec un camion qui est en permanence sur la route. Il ne peut pas être au sioum. Des rabbanim lui ont permis explicitement d'écouter en fast time. Donc même si vous n'avez pas la possibilité de l'écouter et d'être à la synagogue ce matin-là, puisque vous travaillez, demandez à un de vos amis qui vous fasse un fast time. C'est ce que je vais lui faire d'ailleurs pour lui. Maintenant, les dames et les jeunes filles, elles doivent, si elles sont premières-nées, je peux ça dire, oui, elles doivent écouter un sioum. Or, le Rav, encore une fois, là aussi, a vu l'impossibilité de toutes les mamans de pouvoir se joindre à un sioum à une telle heure très tôt le matin. Ils pourront se suffire à ce que leur mari, leur père, leur frère leur amènent un gâteau du sioum. Ça leur suffira pour pouvoir s'acquitter du sioum et ne pas avoir à jeûner toute la journée. Bien évidemment, que dira le Rav Yitzhak Yosef, celles qui peuvent se rendre à la choule, Alehem Tavo Abracha. Ils auront la bénédiction si elles peuvent se rendre à la choule. Un père, par contre, lui aussi doit écouter le sioum et manger à la fin du sioum pour son fils et lui ramener, pourquoi pas, mais surtout écouter le sioum, parce que normalement, jusqu'à que le fils soit bar mitzvah, c'est le père qui paye pour le fils. D'accord ? Donc à ce moment-là, une fois qu'il a écouté le sioum, il s'est acquitté lui aussi du jeûne pour son fils. Cette année, très chers amis, le premier soir, n'oubliez pas, et là je vais sortir ma Haggadah, nous serons Shabbat et Pessah. Voilà pourquoi est-ce que dans le Kiddush, vous n'allez pas commencer le Kiddush depuis Elé Moadé, mais vous allez commencer depuis Yom HaShishi, c'est-à-dire que vous allez rajouter dans votre Kiddush la partie qui concerne le Shabbat. De même, et là encore plus de vigilance, le samedi soir, puisque cette année, pour ceux qui nous écoutent de France, puisque vous ne voulez toujours pas me dire d'où vous êtes, mais j'imagine que vous êtes de France, le deuxième soir en France, on fait un deuxième seder. Donc, dans ce kidouche-là, vous devrez, attention, à la fin du kidouche, rappeler à vos maris, ou vous-même les maris qui nous écoutez ce soir, d'accord ? Participer, procéder, c'était le terme que je cherchais, à la Havdalah. C'est-à-dire que vous allez faire votre kidouche, et à la fin du kidouche, vous devrez faire la Havdalah, c'est-à-dire juste après Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël Vazanim, une deuxième fois chez Echianou, puisque on sait pas, on sait aujourd'hui, mais à l'époque on ne savait pas quel était le vrai jour du Yom Tov, donc on fait 2 jours, donc faire chez Echianou de nouveau, mais avant de faire chez Echianou, très chers amis, on passe à la Havdalah, on se retourne vers les bougies que vos dames ou vous-même avez allumées, et vous faites Boré Meoré Haesh, la Havdalah, Baruch Ata Hashem Avdi Magaj Lechol, et à la fin,
Amavdil ben Kodesh les Kodesh, puisqu'on passe directement de Shabbat à Yom Tov, et Shechianu, Vekiemanu, Veigianu, Lazmanazé. Alors, avant de parler des coupes, on va faire une petite bracha, avec votre permission. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam shakol, Nia bidvaro. Ne répondez Amen que si vous êtes en direct. Hommes comme femmes, très chers amis, le soir du Seder, sont obligés de boire 4 coupes. Mais je vais vous détailler dans quelle quantité elles sont obligées de les boire. En tout cas, elles doivent boire 4 coupes, puisqu'on sait que dans le passouk, c'est écrit 4 langages de libération, Veotseti, Veitzalti, Vetiv et Lakarti. Je ne sais pas si je les ai dit dans l'ordre, d'accord? Donc elles doivent boire 4 coupes par rapport aux 4 langages de libération. Mais ces 4 coupes, très chers amis, c'est pas des coupes énormes. Alors, j'ai fait le compte pour vous, excusez-moi. Vous allez voir pourquoi je prends ce verre-là. Normalement, on demande, d'après la halakha, on préconise que le verre contienne 86 grammes. C'est-à-dire en millilitres, il va falloir boire 86 millilitres. D'accord? C'est ça le révite. Pour vous donner une petite appréciation de ce que c'est 86 millilitres, j'ai ici un verre en plastique. J'ai fait mes recherches. Ce verre en plastique, très chers amis, est de 20 centilitres. Si je convertis ce verre en plastique de 20 centilitres en millilitres, ça me fait 200 millilitres. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir être d'après la halakha, on n'arrive même pas à ici. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ce qui s'appelle un révit, puisque 200 millilitres, c'est tout ça. J'imagine qu'à peu près ici, on est à 100 millilitres. Ici, voilà quelle est l'obligation de boire le révit, c'est exactement à peu près ça. D'accord? À vue d'œil. Donc, vous comprenez bien que le révit n'est pas quelque chose d'extraordinaire, et même un petit verre. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé de le faire avec du vin. Vous pouvez le faire avec du jus de raisin rouge, certes, puisque dans la halakha, c'est ramené qu'il faudrait que ce soit rouge, donc un jus de raisin ou un vin qui soit rouge, et boire 4 coupes de 86 millilitres, qui, comme je vous ai montré maintenant avec ce verre en plastique, c'est juste la moitié du verre en plastique, donc c'est vraiment faisable. À la suite du Kadesh, très chers amis, on passe au Urchatz. Le Urchatz, eh bien, c'est une Netilat Yadayim sans bracha pour pouvoir nous permettre de manger quelque chose qui est trempé. Et on sait très bien que toute chose qui est trempée a besoin de Netilat Yadayim. Donc, comme je vais tremper le karpas dans de l'eau salée, 29 grammes de karpas, que vous sachiez. Je pense qu'un paquet de bisli, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, c'est 30 grammes, un paquet de bisli. Donc, il vous faut, ou je me trompe, c'est 30 grammes un paquet de bisli? Quelqu'un peut me dire? Je pense que oui. Donc à ce moment-là, il vous faut manger 29 grammes de karpas, pas plus, pour ne pas rentrer dans un problème de bracha chaona, et pas moins, pour pouvoir faire boré peri adama. En disant boré peri adama, on pensera à inclure le maror, d'accord, dans la bracha du boré peri adama. Et puis après, on passe à ce qui s'appelle le yachatz. Alors avant le yachatz, il y a une très bonne habitude, celle-ci c'est pas l'habitude du lustre, pour ceux qui ont goûté le début du cours, de faire passer le plateau du Seder en disant Bivilou yatsanu mitzraim ayom kan. Il y a longtemps nous sommes sortis d'Égypte, ou hier nous sommes sortis d'Égypte. Aujourd'hui nous sommes là, l'année prochaine, et c'est ce que nous nous souhaitons ce soir. Nous serons à Jérusalem, c'est un très bon minag. Passez les plateaux, ne faites pas mal à la tête de vos convives, mais passez le maître de maison, fait passer le plateau sur chaque personne. Le yachatz. Alors le yachatz, vous avez devant vous 3 matzot, d'accord? Vous prenez la matzah du milieu et celle qui est en haut, d'accord? Non, excusez-moi, autant pour moi. Vous prenez celle du milieu tout simplement et puis vous la coupez en 2. Le petit morceau, vous le gardez entre les 2 matzot entières et le grand morceau, on le cache. Je sais, et d'ailleurs une grande pensée pour mon beau-père, s'il m'écoute ce soir, qui est certain, comme lui d'ailleurs, et comme le Rav Yitzhak Yosef le ramène, ont l'habitude de faire un dalet et un vav. D'accord? En coupant la matzah, il s'arrange pour faire un dalet et un vav. Donc le dalet, c'est la petite partie, et le vav, c'est la grande partie qu'on met de côté pour la ficomane. C'est ce morceau de matzah qu'on va garder. Tout à l'heure, justement,
Madame Selem nous disait, est-ce qu'on peut garder cette afikoman? Vous savez que la ficomane qu'on mange à la fin du repas, c'est une grande ségoula, d'accord, de garder un petit morceau dans sa maison jusqu'à l'année prochaine. C'est une grande protection. Voilà. Donc c'est bien de garder un morceau de la ficomane. Mangez bien un kazaït. On va de suite parler de combien c'est le kazaït de matzah. Mais après avoir mangé ce kazaït, vous pouvez toujours compléter d'un autre morceau. Mais gardez un petit morceau de la ficomane comme protection. Ma guide, bien évidemment, c'est raconter la Haggadah. Ceux à qui on a une plus grande mitzvah de raconter, eh bien, c'est les enfants, puisque dans le Bazouk, c'est écrit Veigadta levindra. Tu raconteras à ton fils, et donc pas qu'à vos fils, à vos filles, à tous vos enfants. C'est à eux que s'adresse ce soir la Haggadah, et c'est à eux aussi d'ailleurs de poser des questions. Donc il faut bien les laisser réveiller, d'accord, leur donner la possibilité de pouvoir écouter le CDR et surtout de participer. Plus vos enfants participent, il faut se le dire, plus vous avez la possibilité de faire la mitzvah de Veigadta levindra. Après, on fera Netilat Yadayim, d'accord? On va se laver les mains et faire à ce moment-là ce qu'on appelle Motzi Matzah, d'accord? Avoir de la matzah. Alors, la matzah, alors on me dit que ça bug. Est-ce que de nouveau vous m'entendez pas ou vous m'entendez et tout le monde peut me suivre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que la vidéo est redevenue normale? J'espère que oui. Donc en fait, une fois que vous avez fait le Netilat Yadayim, à ce moment-là, après avoir fait Netilat Yadayim, vous prenez la matzah d'en haut, d'accord? Celle qui est entière et celle du milieu, et vous allez couper donc 29 grammes en faisant mention de Netilat Yadayim et Motzi. Vous allez couper de la matzah en ayant pour chacun un kazaït, c'est-à-dire 29 grammes. Donc à ce moment-là, où vous avez de la matzah assez pour pouvoir avoir pour chacun 29 grammes, ou vous donnez un petit morceau du motzi matzah, donc de la matzah d'en haut et de celle du milieu, et le reste vous complétez avec vos paquets de matzot. Après, on passe au maror, ce qui n'est pas toujours agréable. 29 grammes, en général, on utilise de l'endive. 29 grammes d'endive. Alors, il faut bien que ce soit de l'endive dans du charosset, hein, dans cette fameuse pâte qui est tellement bonne, et pas du charosset à l'endive. Donc, avoir 29 grammes d'endive avec trempé dans le charosset. Puis après, on fait ce fameux sandwich, très chers amis, où on prend la troisième matzah cette fois-ci, et on mélange 29 grammes de matzah et 29 grammes de maror. Alors, mon Rav, le Rav Meir Sobag, comment on peut évaluer, comment on peut évaluer 29 grammes de matzah? Eh bien, c'est une main d'adulte sur une matzah shmura. D'accord? Une main d'adulte sur la matzah. Ce qui va entourer ma main, ce sont les 29 grammes de matzah. Moi, je sais, j'ai un Rav, pour ne pas citer son nom en tout cas, qui, avant Pessah, eh bien, s'efforce de peser tous ses kazaïts. D'accord? Il prépare 29 grammes à chaque fois de matzah. Ceux qui peuvent le faire, Aleem Tavo Abracha. Après, bien évidemment, il y a le repas. Alors, ce repas-là, c'est important qu'il ne soit pas trop lourd. Pas de salade, parce qu'on doit encore manger après le repas 29 grammes pour la ficomane. Et on dit qu'on doit les manger avec goût. D'accord? Avec appétit, excusez-moi. Et pas de dessert, parce que le goût qu'on doit garder jusqu'à qu'on va au lit, jusqu'à qu'on se brosse les dents, c'est le goût de la matzah. Donc on fait un repas, mais qui soit, léger, de manière à pouvoir avoir encore faim. Donc il faut vraiment faire attention après le repas. Donc on va manger justement 29 grammes d'afikoman. Là où elle sera cachée, l'enfant qui l'aura retrouvé méritera un joli cadeau, c'est le cadeau de l'afikoman. Et on mangera à ce moment-là 29 grammes d'afikoman, de nouveau le même principe, on donne un petit bout de la matzah qu'on a cachée et on complète avec le reste, d'accord? Et essayez, comme je vous ai dit, c'est une grande protection de garder un morceau de l'afikoman, donc initial, celle qui a été cachée, toute l'année, c'est une grande protection. Et enfin, donc Birkat Hamazon. Alors, j'ai pas résumé les coupes. Première coupe au moment du Kiddush, deuxième coupe quand on finit de lire la Haggadah, troisième coupe à la fin du Birkat Hamazon et quatrième coupe à la fin du Hallel, d'accord? Donc on va lire tout le Hallel et on buvra, la quatrième coupe. Après cette quatrième coupe, il y a ce qu'on appelle Nirtza.
Et là, on va chanter Chad Gadia, Chad Gadia. Vous connaissez, le chien a mordu le bâton et le bâton a été brûlé par le feu. C'est très important. Là, le Rav Yitzhak Yosef ramène quelqu'un qui s'était moqué. C'est quoi cette histoire de bâton, de chien? Il a été mis en quarantaine par les Chachamim à l'époque. C'est que nous, on ne comprend pas le sens de cette chanson, mais elle a son importance avec le Shirachirim, bien évidemment, à la fin. Donc, cette partie de la Haggadah a aussi toute son importance. Voilà, très chers amis. Pour ce récapitulatif qui a duré précisément 1h20, je vais rester encore quelques secondes en ligne, le temps que vous-même, la fin de ce cours vous arrive. Je sais qu'on est toujours un petit peu en décalage. Si vous avez des questions, je les répondrai dans cette minute. Sinon, il ne me restera plus qu'à vous souhaiter Pessar Kasher Vesameach, un très très bon Pessar. Je vous rappelle que vous pouvez me joindre en message sur le selfie si vous avez des questions d'Halakha. Elles seront répondues avec grand plaisir et je vous recommanderai, pour toutes les personnes qui verront ça ultérieurement, de transmettre ce direct, cette vidéo, pour pouvoir bien que chacun puisse avoir toutes les lois de Pessah. C'était pour moi important ce soir, bien que le temps m'est très compté. Je suis venu un petit peu à l'arraché ce soir pour pouvoir vous transmettre ce cours. J'espère qu'il aura été d'une grande utilité et que vous passerez, Bezrat Hashem, de très très bonnes fêtes de Pessah et que, Bezrat Hashem, ensemble, nous puissions accueillir très très prochainement le Mashiach, Bimera Beyamenu, Amen, et que vous puissiez être toujours dans la joie, la Simcha. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le selfie. On va compter encore 30 secondes pour voir que personne n'a des questions à poser et que Bezrat Hashem, nous puissions passer des fêtes dans la joie la plus totale. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Pessar Kasher Vesameach, Chag Sameach et à très très bientôt.